Bonsoir à tous, il est 18 h, mardi 2 février. Merci de nous rejoindre pour le journal. Dans l'actualité ce soir, 4 milliards d'euros au chevet de la montagne, un montant avancé par Jean Castex lundi auprès des professionnels. Quelques réactions dans ce journal, un début de satisfaction face à une saison noire, mais encore de nombreux inconnus, nous le verrons. Et puis un chantier pour redorer le passé thermal d'Évian, celui tant attendu de la buvette Cacha. Jean-Paul Crespi s'est rendu sur place. Et nous parlerons aussi économie et création d'entreprises avec la directrice territoriale de l'ADI, spécialisée dans l'accompagnement des créateurs d'entreprises. Elle me rejoint sur ce plateau dans quelques minutes. Mais avant d'ouvrir une large page consacrée à la crise sanitaire et économique, et notamment au monde de la montagne qui vit une saison blanche, un projet qui parle d'avenir. Le projet est vieux de 30 ans, mais cette fois-ci, la réhabilitation du quartier de Chambéry-le-Haut accélère. Avec un budget voté à plus de 120 millions d'euros sur 7 ans, les barres de HLM devraient laisser place dans les prochaines années à un ensemble de logements et de facilités. Un chantier qui vise à terme la labellisation écoquartier. On fait le point avec Emmanuel Jaude. Construit dans les années 70, le quartier des Hauts de Chambéry pourrait prendre bientôt un tout autre visage. Si les réhabilitations de l'ancienne ZUP ont occupé de nombreuses équipes municipales depuis 30 ans, le projet de réaménagement lancé en 2018 fait son chemin au point de briguer aujourd'hui la labellisation écoquartier. Il y a les critères environnementaux, le développement social et puis l'intégration dans le territoire. Et il nous semblait aussi important, à travers la labellisation, d'être très soucieux, j'allais dire, d'associer les habitants au-delà de la concertation, c'est-à-dire qu'il y ait un dialogue avec eux sur du long terme. Et puis enfin, ça c'est très important, c'est vraiment l'image du quartier. Quand ce quartier a été réalisé à l'époque, il était novateur, et l'objectif, c'est qu'il le soit plus encore, qu'il soit exemplaire, et la labellisation pourra contribuer justement à redonner à ce quartier ses lettres de noblesse, je dirais. Une ambition chiffrée à plus de 120 millions d'euros, car il s'agit là de réhabilitations lourdes, comprenant plusieurs démolitions de bâtiments afin de repartir sur des bases saines. Ça a démarré cette première phase avec la démolition de l'immeuble des Bois-Jolis, qui du coup nous permet d'ouvrir le quartier sur le parc du Talweg. Et puis bientôt, nous pourrons lancer la restructuration du groupe scolaire Verbois, offre complète de l'école élémentaire à l'école maternelle, en passant par une maison de l'enfance, avec un bâtiment énergétiquement rénové. Et puis, bien entendu, placer le logement au cœur de cette démarche d'écoquartier. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un projet de réhabilitation de 290 logements dans cette démarche d'écoquartier des Combes. Et nous allons, je vous le disais, diversifier, mixifier aussi ces logements, puisque 80 logements en accession aidée vont être bâtis. Des travaux qui devraient se poursuivre jusqu'en 2027, date à laquelle le quartier dit du Nord des Combes accéderait à la labellisation qui compte aujourd'hui 500 écoquartiers à travers la France. 4 milliards d'euros pour accompagner les acteurs de la montagne. La rencontre avec Jean Castex, le Premier ministre, ce lundi, a permis de rassurer un peu les acteurs de la montagne. Dans le détail, près de 2,3 milliards de prêts garantis par l'État, 600 millions de fonds de solidarité, 500 millions d'activités partielles, 300 pour le dispositif ad hoc pour les remontées mécaniques et 200 millions d'exonérations de cotisations employeurs et d'aide au paiement des cotisations salariales. Enfin, une bonne nouvelle, après une succession de déceptions, j'ai posé la question à Jean-Luc Bock, le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne. On l'écoute. Alors, on va dire que c'est une semi-bonne nouvelle. Pourquoi une semi-bonne nouvelle? Parce que les 4 milliards sont déjà en dessous de la vérité de ce que l'on attend réellement pour sauver l'écosystème montagne. On est plus près des 5 milliards que des 4. Mais dans les 5 milliards, ce qui était compté, c'était les aides directes au commerce, aux artisans, aux entreprises, sans le chômage partiel et surtout sans les remboursements des plans garantis par l'État, les fameux PGE. Donc, à un moment donné, on est encore loin de la vérité. Il en manque encore, parce qu'il y a encore des oubliés. Il y a énormément de professions qui ne sont encore pas prises en compte, les loueurs meublés non professionnels, les autocaristes de stations, puisque ce sont des navettes interurbaines, et donc elles ne sont pas prises en compte, elles ne peuvent pas travailler ailleurs étant donné leur configuration. On a aussi beaucoup de petits commerces qui ne sont pas pris, comme les imprimeries ou vraiment parce que des commerces qui ont des codes NAF qui ne correspondent pas à la réglementation d'altitude. Donc il a été demandé hier encore au Premier ministre
de ne plus tenir compte des listes S1, S1 bis et surtout des codes NAF, mais d'intégrer le système de localisation montagne et pour indemniser tous les commerces, toutes les activités et n'oublier personne. On a demandé aussi, et j'ai demandé aussi, à ce qu'il y ait une voiture balai, un petit peu comme au Tour de France, au niveau cycliste, et vous récupérez ceux qu'on a oubliés sur le bord de la route. Ça permettra qu'il y ait moins de personnes en difficulté. Pour le moment, on a une incertitude totale sur l'ouverture. Concernant février, on est sûr que non. Ça a été annoncé par notre Premier ministre. Là, maintenant, on est sûr. On lui a demandé s'il envisageait quelque chose après début mars, suivant les conditions sanitaires. Il nous a répondu qu'il était dans l'impossibilité de nous répondre pour l'instant. Et comme il est dans cette impossibilité, ça veut dire qu'on risque fortement de se diriger vers une saison blanche, ou plutôt, devrais-je dire, une saison noire, parce que là, ça va être catastrophique. Et donc, par rapport à cela, si on n'indemnise pas à 70% des frais fixes tous les acteurs de la montagne, sans exception, si on ne prend pas en compte le chômage partiel et des professionnels jusqu'au mois de novembre, voire mois de décembre 2021, on va avoir, c'est plus des trous dans la raquette, on va plus avoir de raquette du tout, et il sera très difficile d'ouvrir la saison prochaine. La mise à mort de la montagne française est en cours, et si on y prend garde, elle va arriver très rapidement. Et le Premier ministre a également annoncé le lancement au printemps d'un plan d'investissement pour le tourisme de montagne qui permettra de proposer dans les années à venir une offre censée être plus diversifiée et plus compétitive. La Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie tenait ce mardi après-midi son traditionnel bilan annuel. On aura l'occasion d'y revenir plus précisément dans notre journal de mercredi. Guy Métral, le président, en a profité pour réagir à l'annonce de ce plan de sauvetage. On l'écoute au micro de Sébastien Germain. Ce que le Premier ministre a annoncé hier soir, ça me paraît intéressant et ça me paraît cohérent pour sauver la montagne. Toutefois, on ne sait pas si ça sera suffisant ou pas, parce que la situation n'est pas encore complètement définie. Mais pour l'instant, je pense que c'est un premier pas pour essayer de sauver les professionnels de la montagne. C'est impératif. C'est vraiment, je dirais, une activité qui soutient notre économie, non seulement des pays de Savoie, départementale, régionale, mais aussi au niveau national. On a besoin des professionnels de la montagne. Donc oui, c'est un premier pas du gouvernement pour aider l'ensemble de cette filière. Et j'espère que ça va pouvoir servir à marquer le pas, je dirais, mais surtout à pouvoir passer ce cap qui est un cap difficile pour eux. Continuons à parler économie avec notre invitée du jour. J'accueille Agnès Dufour, directrice territoriale Savoie et Haute-Savoie de l'ADI. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette association vise à accompagner les entrepreneurs, même sans capital, même sans diplôme, à se lancer dans l'aventure de la création d'entreprises. L'antenne d'Auvergne-Rhône-Alpes a accompagné l'an dernier près de 2600 nouveaux créateurs d'entreprises. C'est un chiffre en hausse. Ça vous a surpris, cette dynamique-là? Oui, c'est vrai que l'ADI est une association qui défend l'idée depuis plus de 30 ans maintenant que toute personne, quelle que soit sa situation sociale, quelle que soit sa situation financière, peut créer son entreprise. Et nous, en fait, concrètement, on aide les personnes dans un financement et un accompagnement, là où elles n'arrivaient pas à convaincre leur banquier. Donc on leur offre cette possibilité d'un financement pour démarrer leur activité et concrétiser le projet. Mais c'est vrai que dans le contexte de l'année dernière, on a été très étonnés du nombre de créations d'entreprises et de porteurs de projets qui sont venus vers nous avec des projets qui étaient mûrement réfléchis. Donc pour certains d'entre eux, ça venait d'une difficulté de se trouver un emploi, d'être dans une situation difficile par rapport à l'emploi, donc de créer leur propre emploi. Mais il y a eu aussi une seconde vague, je dirais, de personnes qui avaient réfléchi pendant le confinement à réorienter leur vie professionnelle sur un projet passion et avec une envie d'être vraiment au plus proche aussi de son territoire, d'avoir une activité très locale. Et on a vu des activités, donc vraiment des personnes qui voulaient trouver des produits locaux, les revendre localement et être vraiment implantées dans leur territoire. Donc c'est ces deux mouvements qui ont fait qu'il y a eu un nombre de demandes
de financement et d'accompagnement qui a explosé en fait. D'ailleurs, le premier confinement, vous êtes plutôt concentré sur la survie de ceux qui avaient déjà créé leur entreprise. Le deuxième, plutôt sur la création. Voilà, il a fallu mûrir ce qui s'est passé pendant le premier confinement, certainement. Vous avez créé un plan de soutien spécifique cette année. Ça a quand même, malgré cette dynamique-là, ça a quand même fragilisé certains entrepreneurs. Oui, c'est effectivement, hein, là on vient de sortir une enquête justement sur 2500 créateurs et il y a quand même 60% des personnes qui nous disent qu'elles ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires. Donc des situations vraiment très, très compliquées. Mais ce qui est très étonnant, c'est que, alors même qu'ils sont dans une difficulté importante, il y en a très peu pour l'instant qui ont fermé. Et il y en a seulement 1/6 qui nous disent qu'ils vont fermer dans les mois qui arrivent. Donc on les a concrètement, nous, beaucoup aidés puisqu'on les a accompagnés, on les a tous appelés individuellement. Donc ça a été un travail qui a été fait avec les salariés et les bénévoles vraiment très important pour prendre de leurs nouvelles, déjà définir comment on pouvait les aider aussi dans les aides à concrètement pouvoir... Parce qu'il y a beaucoup d'aides, ça peut être un peu compliqué à suivre. C'est ça, ouais, c'est ça. Et pour certains d'entre eux, c'était vraiment difficile et ils étaient très reconnaissants parce qu'on était les seuls en fait à vraiment les aider et les aiguiller dans tout ce processus qui est parfois très compliqué. On a aussi, on leur a permis d'avoir accès à des nouvelles aides, des prêts à taux zéro, pour justement combler la trésorerie qui n'était plus là, puisque certaines créations d'entreprises se sont faites en plus récemment, c'est-à-dire les personnes qui avaient créé vers la fin de l'année 2019 étaient ceux qui étaient le plus en difficulté, parce qu'ils n'avaient pas accès justement aux aides de l'État. Donc il fallait bien les aider avec d'autres outils, donc c'est ce qu'on a fait. Vous avez lancé une campagne de communication où on voit des portraits de ces créateurs d'entreprises. La phrase c'est « le monde d'après, c'est eux ». Ce monde d'après dont on a beaucoup parlé pendant cette crise sanitaire et dont on continue à beaucoup parler, ça se construit vraiment avec ces créateurs d'entreprises-là de tout profil, ce que vous disiez, sans forcément de capital, sans forcément de diplôme, quel que soit le milieu social. Oui, parce que en fait, le monde d'après, c'est justement ces personnes qui ont le souhait, le désir en fait de créer. Et à partir de ce désir de créer, nous, on peut les aider à trouver les solutions. Et en fait, de ce désir de créer une impulsion, une dynamique qui est très forte et qui aujourd'hui est en fait le tissu économique local qui se reconstruit et qui fait qu'il y a de la vie dans tous les territoires en fait. Et il y a cette envie et cette dynamique dans tous les territoires et dans toute personne qui a un projet de création d'entreprise et qui veut rester localement, faire vivre économiquement sa commune, les petits centres-villes, les activités de service à la personne qui justement font vivre tout un territoire, tout un tissu économique. Comment ça se passe si on souhaite se renseigner, si quelqu'un hésite à franchir le pas, là qui nous regarderait? Alors, n'hésitez pas déjà, c'est ce que je peux vous dire. Allez-y. Nous, ce qu'on regarde, c'est aussi la création d'entreprises et les personnes qui sont réinsérées. Pour nombre d'entre elles, la création d'entreprise est parfois qu'une étape, mais qui sert à un tremplin pour une activité professionnelle, peut-être salariée plus tard, ou bien qui sert et qui permet de vivre de son activité très rapidement. Donc le mieux, c'est de nous contacter. Donc on a un site www.adi.org et sur ce site, vous allez trouver tous les ateliers qu'on met en place, qui sont beaucoup là, évidemment en distanciel, avec des webconférences pour vous aider justement à bien vous aiguiller, vous poser les bonnes questions avant de vous lancer. Et vous permettre de concrétiser le projet bien comme il faut et de pouvoir avoir une belle activité et de pouvoir rapidement créer sa propre boîte. On n'est pas obligé de venir avec un dossier déjà bien ficelé. Non, pas forcément, pas forcément un dossier de 10 pages. Merci beaucoup Agnès Dufour d'être venue sur ce plateau. Merci à vous. L'association des hôteliers de Talloires, qui regroupe 7 établissements de la commune, organisé ce lundi son 3e forum de recrutement en vue de la saison estivale. Après 2 premières éditions relativement faibles en termes de fréquentation, les organisateurs ont noté 5 fois plus de participants cette année. Effet Covid oblige, malgré la crise sans précédent qui les frappe, les hôtels de Talloires ont choisi de préparer la saison d'été au cas où. Plusieurs dizaines de postes sont actuellement à pourvoir sur les 7 établissements. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Sébastien Germain.
Avoir un salon comme celui-ci, ça permet vraiment de rencontrer les gens, parce que maintenant beaucoup de choses se font par téléphone ou par Skype. Donc là, avoir une présence humaine, c'est nettement plus satisfaisant et plus gratifiant, plus motivant aussi pour trouver quelque chose. J'essaye de candidater un peu partout en France. Bon, l'étranger, ça devient de plus en plus compliqué, mais ça remotive d'avoir ces candidatures-là, d'avoir déjà des retours. Et puis on essaye aussi de candidater maintenant parce qu'on se dit que si tout reprend et que finalement on n'a pas fait ce qu'il fallait à temps, on sera aussi les derniers à avoir des postes pour cet été. C'est tout de suite plus difficile, on se dit qu'on n'aura peut-être pas de boulot avant un moment vu que les restaurants en général sont fermés et du coup ceux qui travaillent déjà dans un restaurant vont chercher à le rester, donc il y aura beaucoup moins d'emplois de jeunes. Ça va être plus dur de trouver du travail pour les gens qui sont fraîchement diplômés, que ce soit moi ou même ceux qui vont être diplômés cette année pour cet été, quoi. Par rapport aux autres années, beaucoup plus de professionnels, des gens qui ont déjà une expérience, une jolie expérience, mais qui seraient peut-être plus partis à l'étranger, se faire une expérience justement dans d'autres pays et qui là restent en France. Donc on a des très jolis CV qui viennent chez nous. On s'engage avec eux, on les embauche et effectivement on est là aussi pour les rassurer, pour qu'ils sachent que voilà, le tourisme est toujours là et on a envie de faire un très joli été. Au menu, une blanquette de veau et une soupe de potimarron. Des étudiants boursiers d'Annecy ont retrouvé le sourire ce midi à l'appel de l'association Les Bouffons de la Cuisine. 4 chefs ont cuisiné bénévolement pour eux un déjeuner gastronomique. Une façon d'égayer le quotidien de ces jeunes isolés dans ce contexte de pandémie. Beaucoup ont perdu leur petit job et peinent à joindre les deux bouts. Une autre distribution était organisée simultanément pour les personnes sans abri. En tout, 130 repas ont été distribués aujourd'hui. On écoute l'un des chefs et quelques étudiants au micro de Victoria Lopez. Nous sommes 4 chefs de lac et de montagne, Jean Sulpice et Johan Comte au bord du lac d'Annecy, Emmanuel Renaud à Megève et moi-même Édouard Loubet à Manigot, pour réaliser ce déjeuner qu'on a servi à 65 étudiants aujourd'hui ici et à 65 autres personnes dans Annecy qui eux vont se restaurer sous une bâche, alors que là les étudiants partent directement dans leur petite cuisine d'appartement et ils vont remettre ça en température et avoir un bon petit casse-croûte. C'est un peu tardif, mais c'est quand même un Noël qu'on leur a amené dans ces moments difficiles où ils étaient seuls, où ils attendent. Et voilà, donc un peu de réconfort avec de la gourmandise. Alors, il y a de la blanquette de veau avec de la soupe, des petits macarons et une petite crème en dessert. Ça nous arrange bien aux résidents d'avoir un repas gratuit. Déjà que c'était 1 €, mais là en plus qu'ils nous font gratuit par des chefs. C'est un beau geste, je trouve. On voit qu'il y a des gens qui pensent à nous quand même. C'est vraiment bien ce qu'ils font du coup. On sort un petit peu, on voit un peu des gens, donc ça change un petit peu quoi. Donc c'est pas mal. En général, on est tout seul chez nous, on ne sort pas de la maison. Les cours terminent à 17h30, 18h, donc forcément, après il y a le couvre-feu, donc on ne voit pas forcément des gens, quoi. Donc ça change un peu aujourd'hui. C'est un patrimoine qui s'apprête à vivre un nouvel avenir. Longtemps attendu, les travaux de restauration de la buvette Cachat à Évian viennent de démarrer. Une deuxième phase qui doit rendre au bâtiment sa jeunesse perdue depuis des années. Cette restauration est importante pour la ville. Le bâtiment est le symbole de la grande histoire thermale de la cité lémanique. Jean-Paul Crespi. Le chantier de restauration de la buvette Cachat vient de démarrer avec l'installation en façade et à l'intérieur du bâtiment d'un imposant échafaudage. Une couverture de type parapluie doit compléter l'ensemble de la structure pour protéger la restauration du clos couvert, c'est-à-dire la rénovation de la charpente, de la couverture et de la zinguerie lors du démontage et de la restauration de la toiture. Cette étape charnière prévoit également la rénovation des façades et la restitution des éléments disparus. C'est l'emblème de la ville d'Évian, donc il fallait qu'on y travaille. Et c'est vraiment le vrai début des travaux pour nous, puisque la première phase, c'était la mise en sécurité des vitraux. Et là, c'est vraiment le début du chantier. Et on est ravis du lancement des travaux. Pour mener à bien ce chantier et retrouver une jeunesse perdue, les travaux de restauration seront conduits par des entreprises rompues aux travaux de restauration des monuments historiques. Cette phase devrait durer 16 mois. Les tranches suivantes seront consacrées entre autres à la restitution de l'aile du Grand Promenoir. Début du XXe siècle, c'est ici que tout se passait, dans cette halle, où les gens qui venaient en cure thermale venaient passer, se détendre ici. Ils allaient prendre de l'eau et ensuite ils venaient se détendre ici. C'est vraiment l'histoire d'Évian ici. C'est tout à fait magique. Vous êtes dans un autre monde.
Ça fait partie de la réhabilitation et c'est ce qu'on voulait, en accord avec l'architecte qui nous a vraiment conseillé, c'est garder ce mystère. Le coût global de cette première tranche de travaux s'élève à plus de 4 millions d'euros. Un coût important dû au caractère unique de l'édifice et à la complexité de la restauration. Dans le cadre du plan de relance, le projet a bénéficié d'une subvention complémentaire de 825 000 € du ministère de la Culture. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est la météo. Et juste après, vous retrouvez Marine Schneider dans Panorama. Cette semaine, on s'intéresse aux microbrasseries savoyardes. Rencontre ce soir avec la créatrice des Funambules. Passez une très belle soirée. À demain.